Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire, Otto, Nochan et la critique de Resident Evil Revelations. Comme promis, aujourd'hui je parle de bouffe, j'espère que vous avez pas trop faim. Je vais vous présenter quelques restos que j'adore au Japon, ça vous donnera peut-être des idées si vous partez en voyage là-bas. Mais d'abord, on regarde les news. Voilà une news qui va intéresser les Pokémaniacs et ils sont nombreux. En effet, il est temps d'en savoir un peu plus sur les prochains Pokémon, sobrement nommés Pokémon X et Y. Si l'on peut craindre que le nom Pokémon X suscite des amalgames chez certains joueurs à l'esprit mal placé, sachez qu'au Japon ce n'est pas la lettre X qui a une connotation ambiguë, mais la lettre H. On ne verra donc jamais sortir un Pokémon H. Après ce passionnant court éclair, passons aux jeux eux-mêmes. On l'avait vu dans le trailer de lancement et on peut maintenant le confirmer pour de bon, la nouvelle région de jeu Kalos s'inspire grandement de la France. Jetez donc un œil à ces images pour vous en convaincre. La grosse nouveauté du jeu est bien sûr son passage à la 3D. Oubliez par contre les ambiances un peu plus matures des versions 3D sorties sur console de salon, puisque Nintendo semble se diriger vers un style très léger et enfantin. On sait aussi que les héros seront personnalisables et que Mewtwo sera de la partie avec une nouvelle forme. Enfin, dans le dernier trailer officiel, on en découvre plus sur les nouveaux Pokémon que l'on rencontrera dans le jeu. Rappelons déjà que les 3 nouveaux starters seront Marisson de type plante, Fennec de type feu et enfin Grenousse de type eau. Il vous sera aussi possible de capturer Passe-Rouge, un Pokémon vol, Pandespiègle de type combat, Galvaran, un Pokémon électrique et enfin Chevroom, un Pokémon plante qui pourra aussi servir de monture aux héros. Commencez à nettoyer vos Pokéballs car le jeu est prévu pour le mois d'octobre dans le monde entier. Le dernier épisode de Ace Attorney sortira le 25 juillet au Japon et est prévu pour l'automne prochain en Amérique et en Europe. Premier jeu de la saga sur 3DS, la principale nouveauté réside dans l'abandon des images en 2D pour un rendu complet des tribunaux et des scènes de crime en 3D. On y retrouvera Phoenix Wright, le héros des 3 premiers épisodes, accompagné d'une nouvelle recrue, Adena Sykes, qui possède un pouvoir permettant de lire les sentiments de ses interlocuteurs. Le personnage principal d'Ace Attorney 4, Apollo Justice, fait aussi une apparition pour des raisons encore non révélées. Mais il est évident que le scénario de ce 5e jeu sera lié à celui des 4 précédents. Pour les plus impatients, une démo jouable en flash du premier chapitre est disponible sur le site japonais de Capcom que vous trouverez à l'adresse suivante. Certes, c'est en japonais, et si les non-initiés ne comprendront sûrement pas tout ce qui se passe, cela permettra au moins de s'attarder sur le nouveau style graphique. Bref, nouveautés dans le gameplay, nouvelles enquêtes et nouveaux graphismes, ce 5e jeu Ace Attorney fait déjà partie des jeux à surveiller de cette fin d'année. C'est lors d'un échange avec le site VentureBeat que le directeur de la communication d'Electronic Arts, John Reisberg, a annoncé que sa firme va abandonner le système d'Online Pass de plus en plus utilisé pour ses jeux. Ce système freinait la revente des jeux en occasion en fournissant un code à usage unique permettant d'accéder aux services en ligne des titres concernés comme Battlefield 3, les Sims 3 ou encore Madden NFL. Il fallait donc débourser une dizaine d'euros pour recevoir un nouveau code d'accès si on changeait de console ou si on achetait un jeu d'occasion. Cette mesure était très décriée par les joueurs et c'est pour cela qu'EA a décidé de ne plus l'utiliser pour les jeux à venir. Cependant, aucun commentaire sur les jeux actuels utilisant le service Online Pass n'a été fait. Garderont-ils ce système en place ou non? Rien n'est moins sûr. Premier éditeur à mettre en place ce service, premier à le retirer de ses futurs jeux, on peut espérer que d'autres éditeurs qui ont suivi le mouvement comme Sony et Ubisoft feront de même. Juste pour le plaisir des yeux, et puis aussi pour fêter la disponibilité depuis quelques jours de Super Metroid sur la console virtuelle de la Wii U, voici une vidéo de l'artiste américain ayant pour pseudo Elemental79 sur le site DeviantArt. La vidéo complète est accessible sur YouTube à l'adresse suivante. Pour réaliser ce speed art, il a recomposé un screenshot au format 16:9 à partir de plusieurs captures d'écran du jeu Super Nintendo. Énorme fan de Super Metroid, on le comprend, il a ensuite retravaillé la composition obtenue avec Photoshop pour un résultat tout simplement bluffant, rappelant les superbes créations de l'artiste français Orioto que nous avions reçu dans Extra Life fin 2012. Cette composition Photoshop, réalisée en plusieurs sessions étalées sur plusieurs semaines, a nécessité plus de 500 calques et plus de 50 heures de travail. Premier resto, Curry House Coco. Comme son nom l'indique, c'est un restaurant de curry où vous avez un grand éventail de plats. Alors comment ça marche? Vous devez d'abord choisir votre plat, curry poulet, curry porc pané, curry aux légumes, au fromage, tout plein de choix. Ça va de 400 à 900 yens. Puis vous choisissez la quantité de riz. De base c'est 300 grammes, mais vous pouvez choisir de 200 à 1500 grammes pour nourrir votre famille. Ensuite, vous décidez de la teneur en épices, doux, normal, ou de force 1 jusqu'à 10, sachant que le niveau 10 correspond à une force multipliée par 24. Je vous dis, le niveau 6 est déjà ultra corsé, vous aurez des gouttes de sueur qui dégoulineront le long de vos tempes au fur et à mesure de vos bouchées. Et enfin, vous pouvez rajouter des toppings si vous voulez, fromage, champignons, épinards, etc. Et voilà.
Les Coco Curry, vous en avez vraiment partout dans le Japon, c'est ultra connu. Je pense que vous pourrez pas les louper. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a les AKB qui font partie de la campagne de pub de ce restaurant. Ça peut donner envie. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Il ne reste plus beaucoup d'émissions avant que Otto ne devienne entièrement consacré aux artistes musicaux présents à Japan Expo. Pour l'instant, ils en ont annoncé 7. Kairi, Ninjaman Japan, Dear Loving, Maiwa Denki, Denpagomi Inc., Chaos et les JDs. Je peux vous dire que la première qu'on vous présentera dans l'émission sera Kairi. En attendant, voici le live report du concert des Tokyo Brass Style à la Maison de la Culture du Japon. Si vous n'étiez pas à la Maison de la Culture du Japon ce jeudi 16 ou vendredi 17 mai, c'est que vous avez raté un concert exceptionnel. Les Tokyo Brass Style, bien connus pour leur reprise de générique d'animé en version Brasta, étaient de passage dans la capitale pour nous éblouir une fois de plus. Mais les demoiselles explorent de nouveaux territoires et reprennent maintenant des titres plus rock. C'est le vendredi que nous avons pu les rencontrer pour en savoir un peu plus sur leur nouveau projet. 2005年の結成当初から、そうですね、幅広い皆さんに音楽を知ってもらいたいということで、皆さん馴染みのあるアニメソングを私たちなりにアレンジして演奏してきたんですけれども、去年から新たにその題材としてロックを取り入れまして、それをブラスターアレンジでさらにオリジナル曲も盛り込んで、今回のワンマンライブはお送りしています。ブラスタの久しぶりのニューアルバム、タイトルはブラスタロック U と言います。発売はまだ日本ではしていなくて、一番最初にパリで発売です。昨日の、パリ日本文化会館でのライブから、実はスタートしているので、はい、まずはパリ、そしてドイツ、そして日本という形で、発売していきます。新しいジャンルとしてロックをブラスタなりのアレンジでお届けしていたり、それから、ウェンザ・ベルトルズというオリジナル曲があったり、さらにはちょっとね、ボーカルにも、また挑戦して、オリジナルで歌物というのは本当に初めてなので、そういった新しい試みが詰まった、新しいブラスタをこう皆さんに聴いてもらえる一枚だと思います。ぜひ聴いてください。Celle qui a composé les 2 chansons originales du nouvel album n'est autre que Higuchi Kumiko, une des saxophonistes du groupe. そうですね、タイトルがこの鐘に関することなんですけど、私のイメージはその鐘って遠くで鳴っててもなんか聞こえるじゃないですか。感じを鐘に表したんですが、表現するみたいな感じですね。そうですね。あとはやっぱり遠くから鳴ってても聞こえるよというか。Cette année, les Tokyo Brass Style font encore mieux sur leurs chansons habituelles, car elles sont cette fois complètement chorégraphiées et y a pas à dire, c'est la classe. Surtout que les gens ont pu profiter cette fois d'une réorchestration légèrement différente de celle de l'année dernière. Imama ではノートルダム寺院の裏手のステージとか、エッフェル塔の4本足のもう真下で
ライブをしたりとかしました。明日からはドール市というところでお祭りに出ます。皆さんこう感情とか表情をこうすごい出してくれるので、それを目の当たりにしてこう演奏できたことがすごい嬉しかったし、あとやっぱり日本のアニメの曲とかすごい馴染みがあるんだなって改めて知ることができたので良かったです。Une autre des belles surprises de ce concert, c'est de voir Ishikawa Emi, celle qui fait habituellement les MC à chaque live, parler en français avec beaucoup de fluidité, une preuve que les Tokyo Brass Style tiennent beaucoup à la France. L'année dernière, en avril, nous avons joué à Bordeaux pour un médaillon japonais. Merci. Ça fait un an depuis notre dernière visite à Paris. Et nous sommes très contents de retourner cette année. Les filles peuvent se vanter d'avoir accompli un sacré exploit. La grande salle de la Maison de la Culture du Japon n'est pas réputée pour accueillir des artistes qui déchaînent le public. Mais les Tokyo Brass Style ont réussi à faire lever les 300 personnes présentes et même à les faire danser. Autant vous dire que le Brass Style, c'est contagieux. Bref, les Tokyo Brass Style, ce sont des musiciennes pleines de talent qui savent se renouveler. Une grande partie de la salle assistait à un concert du groupe pour la première fois et sont reparties conquis. Elles ont même eu la gentillesse d'aller voir les gens après la fin du concert. Si vous en voulez encore plus, suivez leurs conseils. Tokyo Brass Style desu. Shiri kite ne. On commence les concerts avec Hitto qui nous revient à nouveau. Le 1er juin, il sera au Brise-Glace d'Annecy pour la convention Japan-Si et le 7 juin, il sera à Roubaix au Bar Live 301. Hitto ne sera pas le seul à se produire à la convention d'Annecy, il y aura aussi le duo Seiya Concept qui sera présent pour un concert unique. Le 2 juin, ce sera un concert très attendu par les fans de rock et d'anime. Asian Kung Fu Generation fait une tournée européenne et à cette occasion, il fera une escale à Paris dans la belle salle du Bataclan. Le duo de breakbeat Haifana sera en France pour 2 dates. La première sera au festival Westside qui accueillera de nombreux artistes japonais et qui se tiendra à Notre-Dame-de-Mont. La deuxième sera pour la fête de la musique à la Maison de la Culture du Japon. On termine avec Satsuki qui donnera 3 concerts en Europe. Le 21 juin, il sera à Paris à la Boule Noire. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Cette semaine, vous aurez Tamaki Roy en featuring avec Nanao Tabito pour la chanson Break Boy. Si vous avez aimé Yes, ce titre devrait vous plaire aussi. Après Infinity et Seeds of Dream, voici le tout premier clip du groupe sorti en 2008, Guzena Kakuritsu, qu'on pourrait traduire par la probabilité du hasard. Voici un tout nouveau clip de Satsuki. Il s'agit de Inside qui a été réalisé avec des images de live de sa précédente venue à Paris. Un clip donc qui devrait rappeler des souvenirs à certains. J'espère que vous n'êtes pas pris un coup de moumoune à cause du soleil de Sunshine Girl, car là ça va devenir sauvage avec Wild Child. Mais non, je vous rassure, ce clip n'a que le titre de sauvage. Fans de belles voix et de ballades larmoyantes, vous allez être ravis. Breath, duo vocal signé chez Avex, vous reprend ici la célèbre chanson de Juju, Konoyoru Otometeyo, lors de leur concert au Akasaka Blitz en janvier dernier.
Vous avez peut-être découvert Skill Up dans Tokyo Café, et voilà, Alex a enfin fini de monter le clip. Alors attention, entre-temps, les Skill Up ont changé de nom, maintenant elle s'appelle The Kinakat. En tout cas, c'est bien le clip qui a été tourné à l'époque, le lendemain du tournage de ce Tokyo Café en octobre dernier. Quel plaisir que de la revoir sur No Life. La grande Sakamoto Maya nous chante une très jolie chanson, Nicolas. On remercie Japanimotion, grâce à qui nous pouvons vous le diffuser aujourd'hui. On les remercie aussi pour Arigato des Funky Monkey Babies. C'est le tout dernier clip du groupe et comme on pouvait s'y attendre, il prend aux tripes. Perso, j'ai déjà prévu mes mouchoirs. Cette semaine, pas de clip du HP, mais vous aurez quand même une bien belle idole virtuelle. Hatsune Miku danse et chante sur Weekender Girl, écrit et composé par ce cher live tune. Et enfin, il y aura Abayo des Ebisu Mascats, un clip pour lequel j'ai carrément craqué. La musique reste vraiment trop dans la tête, mais c'est peut-être parce que ça me rappelle un vieux titre des AKB ou d'un autre groupe d'idoles. En tout cas, ce groupe est très atypique car il est composé uniquement de gravures idoles et d'actrices de films pour adultes. C'est un concept que j'aurais vraiment pas cru possible au Japon. Mais le résultat est plutôt sympa. D'ailleurs, je connaissais le nom du groupe quand j'étais au Japon car j'ai bossé dans le quartier d'Ebisu à Tokyo et j'avais vu une de leurs affiches pour un single là-bas et j'ai cru que c'était le groupe d'idoles du quartier, mais pas du tout. En fait, je m'étais bien plantée. Pensez à voter pour le stop. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Auto. Je fais des gros bisous. Bye bye. Deuxième restaurant, Nabezo, c'est un restaurant de shabu-shabu, ce qui est acquis à volonté. Le shabu-shabu, c'est une fondue japonaise où le principe c'est de faire cuire des lamelles de viande et des légumes dans un bouillon, d'où le nom de shabu-shabu. C'est le bruit que fait la viande dans le bouillon, shabu-shabu. Le menu à volonté coûte 1980 yens, moins de 20 €. Le serveur vous apportera un bouillon qu'il placera sur une plaque chauffante au milieu de la table. Pour la viande, vous pourrez choisir entre bœuf et ou porc. Elle est à volonté, comme pour le riz. Il faut demander okawari au serveur quand vous avez fini et que vous en voulez plus. Pour les légumes, vous avez un buffet où vous pouvez aller vous fournir vous-même. Il y a de tout, carottes, champignons, choux, soja, etc. Vous placez tous vos ingrédients dans le bouillon en commençant par les légumes petit à petit. Ensuite, vous trempez votre tranche de viande délicatement dans l'eau. Elle cuit en quelques secondes. Puis, vous prenez votre aliment avec vos baguettes et vous le trempez dans une sauce soja ou sauce sésame avec un petit peu de ciboulette, c'est délicieux. Vous avez des nabezo à Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Ginza, etc. Mais pas beaucoup dans le reste du Japon. Je vous présente un dernier resto après notre chan. Salut les attaques, c'est Nochan. Nochan vous parlait il y a quelques semaines d'un site qui comparait les photos de Paris avec 100 ans d'écart. Eh bien, figurez-vous que je viens de dégoter un truc pas mal du tout dans le même genre. La carte du Paris de 1843, plaquée sur Google Maps, on peut y rester facile des heures. Un truc marrant, la place de la Bastille s'appelait la Fontaine de l'éléphant. Parmi vous, certains ont atteint la trentaine depuis un moment déjà et se mettent à faire des bébés. C'est en tout cas ce qu'a dû penser l'équipe marketing qui a eu l'idée de lancer toute une gamme de vêtements et de bavoirs pour bébés à l'effigie de Jojo Bizarre Adventure, un manga excellent qui a connu son pic de popularité dans les années 90. Mes préférés, c'est les assortiments à l'image de Jotaro et Dio avec le Ola 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 sur le bavoir. Cette classe, ça donne presque envie de faire des bébés. Presque, hein. Un certain Ali James vient de sortir un synthé virtuel qui génère les sons typiques de la Mega Drive. Il appelle ça le FM Drive 2612. Grand fan du son de cette ancienne console Sega, il s'est fait un plaisir de créer un émulateur du chipset son de la machine qu'il a agrémenté de différents effets très fun et d'une interface coolissime. Le prix, seulement 10 $. Magique et déprimant à la fois, Patrick Klug est le développeur de Game Dev Tycoon, un jeu où l'on doit gérer son propre studio de jeux vidéo, un peu à la Game Dev Story pour les connaisseurs. Se doutant bien que son jeu allait se retrouver en un rien de temps sur les sites pirates, il a décidé lui-même d'uploader son jeu sur les sites de torrent. À une nuance près, cette version Warez est modifiée de telle sorte qu'arrivé à un certain stade, le joueur utilisant une version pirate ne parvient plus à gagner d'argent, ces jeux étant trop piratés justement.
Une délicieuse ironie qui est malheureusement passée au-dessus de la tête des pirates, ceux-ci n'hésitant pas à venir se plaindre sur les forums du développeur. Et c'est là que les choses deviennent absolument magiques. Les pirates enragent que leur studio soit en train de couler à cause du piratage et demandent s'il est possible de développer des DRM pour protéger leur jeu contre la copie illégale. Bref, en un rien de temps, les voilà à envisager les solutions qu'ils sont sans doute les premiers à dénoncer chez les éditeurs. C'est l'arroseur arrosé. Un retournement de situation qui serait drôle s'il n'était pas désespérant. En effet, comme le rappelle Patrick, sur les 3000 utilisateurs recensés du jeu, seulement 200 utilisent une copie légale. Pourtant vendus moins de 7 €. Allez, on se quitte avec quelque chose de moins déprimant, les héros des point and click LucasArts recréés en 3D à l'aide de voxels. Vous savez les voxels, c'est comme un pixel mais en 3D. Regardez-moi ça comme c'est beau et comme c'est bien fait. Mon préféré, la tentacule bien sûr. Voilà, ça remonte le moral ça. Enfin non, même pas. Ça me rappelle que LucasArts est fermé. Ah, monde de merde. À la semaine prochaine les otaku. Autre resto à volonté, ça s'appelle Kushiya. C'est un resto de brochettes, mais pas de yakitori, les brochettes à la viande habituelle. Là, ce sont des brochettes à frire. Alors le principe, vous avez un comptoir avec toutes sortes de brochettes, viande, poisson, crevettes, takoyaki, potiron, aubergines, etc. Vous faites votre choix et vous amenez ça à votre table. Là, vous aurez un dispositif de friture. Alors vous trempez tout d'abord votre brochette dans une sorte de crème, puis dans de la panure et vous la mettez à frire dans l'huile bouillante. Une fois que c'est bien doré, n'oubliez pas d'égoutter votre brochette sur l'essuie-tout mis à disposition, sinon vous allez vite être écœuré. Et en parlant d'écœurement, il y a aussi un dessert spécial friture. C'est une sorte de glace à la vanille à tremper dans l'huile. Vous pouvez la déguster une fois qu'elle est bien croustillante. Bien, hein? Bon, par contre, ce resto est un peu plus cher que les autres, dans les 3000 yens si je me souviens bien. Vous en avez un peu partout dans le Japon. À Tokyo, il y en a à Shinjuku, Ikebukuro, Kichijoji. Bon, je suis pas super fan de friture personnellement, mais mes amis bons mangeurs adorent ce resto, c'est pourquoi je vous l'ai présenté. On termine avec la critique de Resident Evil Revelations. La 3DS est-elle techniquement à la ramasse? Certainement pas. L'affirmer reviendrait à nier la beauté de Kid Icarus, de Metal Gear Solid et de Resident Evil Revelations. Des jeux à la réalisation soignée qui nous ont prouvé qu'avec des moyens et une bonne optimisation, 3DS peut rimer avec prouesse technique. Largement acclamé par la presse et par les joueurs, Resident Evil Revelations, RER, ne se contentait pas de nous chatouiller les yeux, mais nous offrait aussi une aventure solide dans un style plus old school que Resident Evil 5 et 6. Avec ses baignoires pleines d'eau croupie, ses quelques jumpscares, ses couloirs angoissants et ses rouages à trouver pour faire fonctionner des mécanismes, il nous rappelait les bons jours de la licence, loin des égarements de RE6 et de ses phases en moto. Malgré une histoire et des dialogues peu profonds, RER était en un mot satisfaisant. Et il était un peu injuste que les fans de la série, non possesseurs de 3DS, en soient privés. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué de faire part de cette injustice à Capcom, qui à leur demande a annoncé en janvier l'adaptation du titre sur console de salon. Comme ça, pas de jaloux. Yes, that's fine. I'll take it from here. Previously on Resident Evil Revelations. Portage oblige, le scénario n'a pas changé d'un poil. Il conserve intacts les rebondissements et révélations abracadabrants que nous avons évoqués dans la précédente critique. À la base destinée à une utilisation nomade, l'aventure est toujours découpée en chapitres courts, alternant entre les points de vue de Jill pour l'exploration et de Chris pour les phases un peu plus musclées. L'histoire tourne toujours autour de la chute de Terra Grigia, une cité flottante fonctionnant entièrement à l'énergie solaire, qui a été en 2004 la cible d'une attaque bioterroriste orchestrée par Veltro. Envoyée sur place pour contenir la crise, la FBC, une association de lutte contre le bioterrorisme, a dû prendre la décision radicale de rayer la ville de la carte, éliminant de ce fait l'infection et les honnêtes habitants de la ville. Un an plus tard, l'organisation terroriste Veltro a soi-disant été démantelée, et la panique de Terra Grigia n'est qu'un mauvais souvenir de plus après l'horreur de Raccoon City. Jill Valentine et Parker Luciani, en leur qualité d'agents du BSAA, sont alors envoyés aux abords de la ville dévastée afin d'enquêter sur de mystérieux cadavres échoués sur la côte. Leur enquête les mène très vite à bord du Queen Zenobia, un navire de croisière abandonné, pour y retrouver Chris Redfield avec qui ils ont perdu contact. Mais bien évidemment, l'opération de sauvetage ne va pas se passer comme prévu. Hey. What happened? I don't think we're alone.
La configuration des boutons étant quasi identique sur toutes les manettes, l'adaptation des contrôles sur un pad de console de salon s'est faite sans accroc. Pas de grands changements donc, si ce n'est que sur PS3 et Xbox 360, tout se déroule désormais sur un seul écran. La mini-carte perd du coup en visibilité, ce qui ne sera pas le cas de la version Wii U. Autrement, la maniabilité reste la même, on peut toujours viser en marchant, on change d'arme avec la croix, et on peut esquiver les attaques ennemies avec le bon timing. Ces esquives d'ailleurs sont assez maladroites et bien moins instinctives que dans Resident Evil 6 où elles prenaient la forme de QTE. 7 mois après la sortie de cet épisode pour le moins controversé, Capcom aurait peut-être pu gagner à s'inspirer de certains de ses bons côtés en incluant par exemple un mode coop dans l'aventure de RER. Cela aurait néanmoins nécessité plus d'investissement pour le développement de ce portage. Malheureusement, faire ce genre d'investissement n'a pas été jugé rentable pour Capcom. Alors désolé pour votre pote qui voulait incarner la jolie Jessica Shirabat, mais il devra se contenter de vous regarder jouer en solo. Can you stand? Thanks. I'll be okay. Pour jouer en multi, il faudra alors se tourner vers le mode commando, qui fait son retour ici. Nous n'avons malheureusement pas pu tester son mode online, mais à en voir les menus, il propose exactement les mêmes fonctionnalités que sur 3DS. Il est toujours question de faire un raid dans des environnements de la campagne solo remplis de monstres, et de gagner de l'expérience et des points en fonction de ses résultats. Les points permettent ensuite de débloquer des tonnes d'armes et d'objets, pour aller exterminer des créatures plus résistantes, et ainsi de suite. Ce mode est toujours aussi prenant, mais attention cependant, il n'est apparemment pas possible de jouer en écran splitté, le jeu proposant soit de jouer en solitaire, soit directement sur le live. Mais revenons maintenant à l'aventure principale. Nous avions déjà pointé du doigt l'utilisation du scanner Genesis, qui s'avérait peu pratique lorsque trop d'ennemis étaient à l'écran. Ici, même constat, l'analyse a trop souvent tendance à être interrompue, alors qu'un simple système de verrouillage à la Metroid Prime aurait été le bienvenu. Les chargements in-game n'ont pas été améliorés non plus. Capcom n'a en effet pas tiré parti de la puissance des machines de salon pour réduire les temps d'attente dans les ascenseurs, ou de gommer les quelques ralentissements que l'on peut observer par-ci par-là, même si ces défauts sont très loin d'être graves. En fait, il serait inutile de lister point par point tous les aspects du game system, car vous l'aurez compris, cette réédition est un copier-coller quasiment parfait de la version 3DS, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités. Les graphismes ont été évidemment améliorés, en particulier au niveau des effets de lumière, mais on se retrouve désormais sur des supports où la comparaison avec des titres plus aboutis est possible. Resident Evil Revelations était sublime sur 3DS, mais sur un écran de télé, il ne devient que passable. Notons tout de même que l'ambiance qui émane du navire est toujours aussi oppressante. La brume, les décors, les tableaux flippants et les ombres menaçantes feront paniquer sans trop de problèmes les plus anxieux d'entre vous, pour peu que vous jouiez au casque et dans le noir. L'ambiance sonore est toujours aussi réussie, avec des thèmes musicaux et des râles d'ennemis encore une fois angoissants et efficaces. N'espérez pas pour autant vivre l'expérience horrifique de votre vie, car RER reste avant tout un TPS. Un TPS qui était bon il y a un an et qui reste bon aujourd'hui pour les mêmes raisons, même si on aurait aimé plus de changements, d'améliorations et de variété dans les ennemis. En définitive, pour ceux qui ont déjà connu les déboires de Jill à bord du Queen Zenobia, ce portage n'a absolument rien à leur apporter. Pour les autres cependant, il constitue une bonne opportunité de rattraper leur retard et de s'attaquer à cet épisode réussi, proposant une expérience de jeu quasiment identique à celle de la 3DS. Avec ce Resident Evil Revelations en HD, Capcom effectue ainsi un service minimum, mais un service qui reste tout de même de grande qualité. It's time you learned the truth, Miss Valentine. Petite précision par rapport au resto à volonté, bon bien sûr la nourriture est à volonté, mais pas la durée. Dans ce genre de resto, vous avez 90 minutes pour vous faire plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné bien faim et que vous pourrez les tester si vous allez au Japon, vous m'en direz des nouvelles. 100% c'est fini pour aujourd'hui, demain je sais pas qui ce sera, surprise. Je dis à bientôt.